Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, sous la pression habile des modérés de l'opposition et des partenaires internationaux, Raila Odinga a finalement renoncé à contester dans la rue la victoire du président Uhuru Kenyatta. L'opposition mobilisée derrière lui attend désormais la décision de la Cour suprême. Les opérations de chargement et de déchargement désormais interdites au port de Cotonou. Les sociétés doivent désormais trouver d'autres sites hors de ce port de la capitale béninoise pour effectuer ces opérations. Et les autorités nigérianes annoncent que les 106 lycéennes de Chibok libérées du groupe Boko Haram vont retrouver le chemin de l'école et feront leur rentrée en septembre à l'université. Pour rappel, 100 autres jeunes filles sont encore captives. Mais tout d'abord, le Tchad qui a annoncé ce mercredi 23 août la fermeture de l'ambassade du Qatar à N'Djamena, une décision annoncée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Hissène Brahim Taha. Le gouvernement tchadien accuse Doha d'être impliqué dans, je cite, des tentatives de déstabilisation de son territoire à partir de la Libye. Les diplomates qatariens disposent de 10 jours pour quitter le pays. On se souvient par ailleurs que début juin, le Tchad avait rappelé son propre ambassadeur basé à Doha, s'alignant ainsi sur la position de l'Arabie saoudite dans le bras de fer diplomatique qui l'oppose justement au Qatar. La décision de la Cour suprême est attendue au Kenya le 16 août, peu après la publication des résultats des élections. Raila Odinga avait finalement renoncé à contester dans la rue la victoire du président Uhuru Kenyatta, mais de s'en référer justement à la justice. L'opposant dénonce des fraudes massives. Il continue d'espérer une invalidation du scrutin. Sharon Kamara. Suite à une plainte de l'opposant historique Raila Odinga, la commission électorale indépendante du Kenya a déposé auprès de la Cour suprême plus de 50 000 documents liés aux élections générales du 8 août dernier. Ces documents originaux seront étudiés et permettront de déterminer s'il y a eu ou non une fraude lors de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, comme l'affirme le chef de l'opposition Raila Odinga. Nous avons apporté les documents originaux qui ont été utilisés lors des élections. Et en ce qui concerne la déclaration des résultats, tous les formulaires sont ici. S'il y a besoin d'un examen minutieux, nous les avons également publiés sur le portail public et nous vous invitons à aller les regarder. Le 8 août 2017, ils étaient plus de 15 millions de Kenyans à se rendre aux urnes pour élire leur chef de l'État. Le président sortant Uhuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013, était opposé à Raila Odinga. Ce dernier se présentait cette année pour la 4e et dernière fois. Il avait déjà contesté les élections présidentielles de 2007 et de 2013. Cette année, il a dénoncé des fraudes qui seraient liées au système de vote électronique et qui auraient été favorables au président Kenyatta. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. Nous prêcherons la paix. Nous défendrons nos droits de se rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence, nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Le tribunal de Nairobi tiendra dans un premier temps une séance préalable au procès afin que toutes les parties s'accordent sur le déroulement de l'affaire. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer. Si les soupçons de fraude sont avérés, de nouvelles élections devront être organisées en 60 jours. Et si ce n'est pas le cas, le président Uhuru Kenyatta sera investi le 12 septembre prochain. Les autorités béninoises tentent de désengorger le port de Cotonou. Des mesures viennent d'être annoncées sur le chargement des marchandises, mais aussi sur leur déchargement, désormais interdit dans l'enceinte du port de la capitale. Reportage Lefti Ounou, Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, la mesure d'interdiction des opérations d'empotage et dépotage de conteneurs dans l'enceinte du port autonome de Cotonou est effective depuis ce 22 août 2017. Cette décision émane de la directrice générale par intérim du port autonome de Cotonou et consignée dans une note circulaire. À travers cette mesure, l'autorité portuaire vise à désengorger le port. Une série de sensibilisations a été effectuée à l'endroit des acteurs portuaires dans le cadre de ce processus de désengorgement. L'État béninois, avec le partenariat d'un certain nombre d'acteurs privés, a initié n'est-ce pas, des ports secs. Et un port sec, ça suppose beaucoup d'investissements. On a un à Alada, un autre à Parakou. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir rentabiliser ces investissements. Et forcément, cette décision va contribuer à ce qu'il y ait moins
disons, d'embouteillage dans l'enceinte portuaire. Les opérations d'empotage et d'épotage mobilisent une multiplicité d'acteurs, notamment les manutentionnaires, les transitaires, les transporteurs. Cette opération prend en compte très souvent les conteneurs de vivres frais. Ça ne nous gêne guère, ça fait partie. Vous avez vu, il y a l'exemple de Zongo qui est à côté. Donc lorsque nos conteneurs viennent et que déjà on peut les amener sur le port sec de Zongo, ça nous facilite la tâche. Il y a aussi le port sec d'Alada qui est là. Donc à Alada, nous faisons tranquillement notre travail. Ça nous cause peut-être à part les frais qui ont augmenté. Mais je dis et je le répète, il faut véritablement que l'État revoie la situation par rapport aux produits prohibés et surtout les croupillons de dinde. Si cela, on peut déjà cerner cela, ce serait, je dirais, bravo pour cette décision. Rappelons qu'en 2008, la même décision avait été prise, mais son application s'est avérée difficile. Selon des acteurs, près de 1000 opérations d'empotage et d'épotage s'opéraient chaque semaine dans l'enceinte du port de Cotonou. Mais cette interdiction de l'autorité portuaire a prévu une dérogation spéciale pour le coton dont l'empotage doit être exclusivement dans l'enceinte du port. Par ailleurs, un dialogue entre les acteurs et l'autorité portuaire se poursuit dans l'atteinte des objectifs de cette mesure. Après leur récente libération, s'est immédiatement posé la question de l'avenir des sans-siliciennes de Chibok. Quel avenir après 3 ans de captivité pour ces jeunes filles qui étaient aux mains de terroristes? Le gouvernement nigérian, très préoccupé, vient d'annoncer qu'elles étaient désormais prêtes à rentrer chez elles, mais aussi à reprendre les chemins de l'école. Patricia Solange-Dubois. Les 106 écolières libérées des mains de Boko Haram en mai 2017 sont prêtes à se réintégrer dans leur communauté et à reprendre l'école, a déclaré Aïcha Djoumaï Alassane, la ministre des Affaires féminines du Nigeria. Les jeunes femmes font partie des 276 filles kidnappées en avril 2014 par Boko Haram dans la ville de Chibok, au nord du pays. Durant plus de 3 ans, les filles ont subi des traumatismes. Certaines ont été forcées à se marier alors que d'autres ont subi de graves blessures corporelles. Les filles ont reçu un soutien psychosocial pour les aider à effacer les souvenirs désagréables et à se libérer de leur traumatisme. Pour le moment, elles sont stables et certaines arrivent à surmonter leur stress post-traumatique. Les autorités affirment que les 106 jeunes filles reprendront leurs études à l'université américaine du Nigeria, à Yola, en septembre 2017. Un établissement que d'autres jeunes filles de Chibok ont intégré après leur libération des mains de Boko Haram. L'université américaine du Nigeria a sans aucun doute transformé les 24 filles de l'école de Chibok. Ce sont des étudiantes de classe mondiale capables de rivaliser avec les étudiants de premier cycle partout dans le monde. Certaines d'entre elles étudient actuellement la médecine dans la région, d'autres sont en comptabilité ou prennent des cours à l'université. Après cette libération, il reste encore une centaine d'écolières de Chibok aux mains de Boko Haram. Des manifestations se tiennent quotidiennement au Nigeria, mais aussi dans le reste du monde pour demander le retour des filles et dénoncer l'incurie du pouvoir. À quelques semaines de l'Aïd El-Kébir, au Sénégal, les commerces commencent à être pris d'assaut. Il ne reste plus que quelques jours encore pour faire les derniers achats pour cette fête très attendue par les commerçants. L'occasion en effet pour eux de doubler et même plus que cela leur chiffre d'affaires. Reportage El Hadjon Diaye. La fête du mouton, communément appelée Tabaski au Sénégal, n'est pas que sacrifice. C'est aussi une série d'activités et de petits métiers qui occupent les jeunes et les adultes, leur permettant de faire de bonnes affaires. De la vente d'eau, d'aliments pour bétail, en passant par les ventes de couteaux, de cordes, le lavage des moutons, c'est un véritable business qui se développe autour du mouton de Tabaski. Aliou est en classe de 4e. Grâce à cette activité de lavage de moutons, il parvient à payer sa scolarité et ses fournitures. Je profite de cette fête pour laver les moutons. Cela va me permettre de gérer mes besoins durant l'année scolaire. Et puis c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Vous savez, les temps sont durs. Il faut donc travailler durant les vacances pour aider non seulement nos mamans, mais aussi pouvoir acheter nos cahiers pour l'année scolaire.
Pour toute l'opération, durant les préparatifs de la fête, les jeunes peuvent percevoir entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Le développement de ces activités qui occupent tant les jeunes en cette période de vacances est salué par les vendeurs de moutons. Moi, je le faisais étant jeune, c'est pour cela que je n'ai pas hésité à travailler avec eux. D'ailleurs, il y a mes neveux qui sont aussi ici, cela va les occuper. La Tabaski ou Aïd el-Kébir est une vraie opportunité pour de nombreux jeunes au Sénégal. Jour de dévotion en souvenir du sacrifice d'Abraham, certains y voient un moyen de faire de bonnes affaires. Spiritualité et business ont toujours fait bon ménage. Également dans l'actualité, la FIFA qui vient de nommer un comité de normalisation pour la Fédération camerounaise de football. Cette instance aura pour principale mission d'élaborer des nouveaux statuts, mais surtout d'organiser de nouvelles élections. Une décision qui intervient après l'annulation de la procédure électorale qui a mené à l'élection en 2015 de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT. Le mandat du nouveau comité de normalisation s'achève en février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.